Bonjour, vous travaillez ici? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Je viens de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Je profite de ma venue sur Paris pour visiter le musée de la Poste. Alors, je voulais savoir quel est cet objet en bois, là? Cet objet en bois et en fer dans cette vitrine. Je n'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, mon grand-père était facteur. Ah, vous voulez dire le claquoir? Oui, cet objet remonte un petit peu. Il date de la fin du XVIIIe siècle, quand le métier de facteur est apparu. Tenez, j'en ai justement un fac-similé avec moi. C'est l'instrument dont le facteur se servait pour avertir les gens de sa venue. Il n'y avait pas encore de sonnette aux portes et le facteur n'avait pas le droit de pénétrer dans les immeubles. Il devait respecter la vie privée de ses clients en plus de la confidentialité de leurs lettres. Alors, il utilisait le claquoir, qui était tout simplement une plaque en bois avec une pièce de métal qui claque dessus. Le facteur s'en servait donc pour annoncer son passage aux habitants. Et dès qu'il les voyait passer la tête à la fenêtre, il les appelait pour qu'ils descendent à sa rencontre et prennent leurs lettres. Ah, c'est amusant. Et vous disiez qu'il n'y avait pas de facteur avant la fin du XVIIIe siècle? Mais alors, comment faisait-on pour savoir si on avait reçu du courrier, hein? Oh, vous savez, à cette époque-là, si vous faites partie de la population lettrée, c'est-à-dire qui sait lire et écrire, vous êtes probablement d'un haut rang social. Et vous avez des domestiques. Il vous suffit de les envoyer au bureau de poste le plus proche pour aller chercher votre lettre. Vous pouvez aussi faire appel à ceux que l'on nomme les petits messagers, qui font les commissions postales des particuliers pour quelques sous. D'accord. Et où sont d'abord apparus ces premiers facteurs? Eh bien, c'est à Paris que ce service sera créé, sous le nom de Petite Poste, à l'initiative d'un maître de la Chambre des comptes, Claude Humbert Piaron de Chamousset. Il s'inspire de la Penny Post de Londres, et son projet sera accepté par Louis XV en 1760. Le métier de facteur est né. 200 d'entre eux vont être recrutés pour travailler dans les 9 bureaux de quartier répartis dans la capitale. Au début, on compte 3 distributions quotidiennes. Vous étiez donc susceptible d'entendre le doux chant du facteur et de son claquoir 3 fois par jour. Eh ben, dis donc. Et dites-moi, là, ce beau costume que nous voyons dans la vitrine, c'était le sien? Oui, en effet, vous avez raison. Il est très chic, n'est-ce pas, hein? Souvenez-vous que sa clientèle fait généralement partie de la belle société. Il doit donc inspirer confiance. C'est pourquoi il est vêtu de ce beau gilet bleu roi, recouvert d'une veste de coutil blanc. Oui, sans oublier le tricorne et le collet rouge écarlate. Et, excusez-moi, et là, c'est un éventail dont il se servait l'été, quand il faisait trop chaud? Non, pas du tout. Non, c'est un éventail que l'on confectionnait pour lui rendre hommage. La petite poste est rapidement devenue, entre autres, la petite poste d'amour. Bah oui, car le facteur apportait le courrier du cœur tant attendu. Au XIXe siècle, l'académicien Jules Janin dira de lui qu'il est l'espérance en uniforme. Oh, c'est très joli. Et est-ce qu'il vendait déjà des calendriers à cette époque-là? Ah mais vous ne croyez pas si bien dire. Cette pratique est presque aussi vieille que la petite poste elle-même. Les almanachs se présentaient tout d'abord sous la forme d'un petit carnet. Et en fait, c'est en 1855 que l'administration va opter pour sa forme désormais invariable, avec les 6 premiers mois de l'année au recto et les 6 autres au verso. Grâce à ces étrennes, le facteur pourra parfois jusqu'à doubler son salaire annuel. Pendant très longtemps, le traitement d'un facteur est inférieur au salaire d'un ouvrier. Il faudra attendre 1946 pour que son statut soit enfin stabilisé. Ah, quand même. Et, excusez-moi, je vous embête, qu'en est-il de la province? Il y aura des petites postes aussi? Oui, tout à fait. La petite poste de Paris va connaître un tel succès que son modèle va bientôt être imité dans les grands chefs-lieux de province. Bordeaux, Nantes, Lyon, Rouen, Nancy, puis Strasbourg, Marseille et Lille. Et en 1786, la distribution des lettres dans les villes, qui en étaient dépourvues, sera généralisée sur tout le territoire. C'est la naissance de la poste locale. Et donc dans les campagnes aussi? Ah oui, alors là, il va falloir attendre 1830, suite à une pétition nationale. Il est vrai que jusque-là, 70% de la population française vit en zone rurale et ne bénéficie pas de la tournée à domicile. Une loi est donc votée, et ce sont alors 5000 facteurs ruraux qui vont être recrutés pour arpenter tous les chemins de France. Ils sont en grande partie choisis parmi les anciens soldats de Napoléon, c'est-à-dire des hommes forts et vigoureux.
car leurs conditions de travail vont être très rudes. Leur tournée quotidienne sera de 28 km en moyenne, et pourra même aller jusqu'à 40 km. 40 kilomètres? Ah ouais, quand même. Pas tous les jours. Et oui, tous les jours, 7 jours sur 7, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ces facteurs devront attendre 1893 pour pouvoir bénéficier d'un jour de congé payé par mois. On estime ainsi que dans toute sa carrière, un facteur rural du 19e siècle aura parcouru l'équivalent de 8 fois le tour de la Terre. Avec ça, j'espère qu'ils étaient bien payés. C'est-à-dire qu'au début, pas vraiment. Hein. Il fallait souvent qu'ils exercent un deuxième métier en fin de journée pour pouvoir nourrir leur famille. Mais leur traitement s'améliorera à la fin du 19e siècle. Ils pourront aussi s'en remettre à la générosité de leurs clients, car au fil du temps, la place du facteur rural va être de plus en plus importante. Avec les lois Jules Ferry et l'alphabétisation de la population, il va devenir une figure incontournable de la vie locale, comme le maire, l'instituteur, le garde champêtre. Mais oui, c'était le cas pour mon grand-père. En plus du courrier, il apportait des médicaments, des comestibles, des nouvelles de la ville. Il était devenu le confident de tous les habitants du canton. Les gens s'abonnaient même à des journaux exprès pour recevoir sa visite tous les jours. Mon grand-père. C'est vrai. Il va véritablement être reconnu comme ce que l'on appellerait aujourd'hui un acteur du lien social. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ah oui. Mon grand-père était très aimé et respecté. J'en étais très très fier. Je me souviens, il avait des figurines et des marionnettes à l'effigie du facteur. Des petites... Oh oui. Et il y avait même les chansons populaires là en son hommage par Charles Trenet, Bourvil, Maurice Chevalier et aussi des films. Mais oui. Je vois que vous avez une affiche de Jour de fête de Jacques Tati. Et attendez, il est sorti en 1949, c'est bien ça? Le facteur et sa bicyclette. Mais d'ailleurs, je vois que vous en avez une ici. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'elle est entièrement en fer. Enfin, cette bicyclette-là. Oui, tout en fer, même les roues. Celle-ci date de 1900 environ. Mais oui, il n'y avait pas encore de pneumatique à l'époque. Elle pèse donc 35 kilos. Par conséquent, une seule solution dans les côtes, mettre pied à terre et monter sa bicyclette à bout de bras. Ça me vient à l'esprit. Quand est-ce que les facteurs ont commencé à utiliser la bicyclette ? C'est en 1895 que l'administration va importer d'Angleterre ce modèle que l'on nomme Passepartout, et qui va devenir le moyen de locomotion attitré des facteurs. Mais bon, ceux qui ne sont pas très rassurés et qui ont peur de tomber pourront toujours utiliser le tricycle à la place. Bah oui, tiens, je le vois aussi sur cette photo. Et là, donc, ce sont les autres moyens de transport utilisés au fil du temps, c'est ça ? Tiens, on voit un facteur juché sur des échasses. Je suppose que c'était dans les Landes ? Ou c'est la tradition ? Peut-être ? Ben oui, tout à fait. C'est plus facile dans les hautes herbes, les broussailles et les marais. Et maintenant, des skis. Oui. L'administration va commencer à en importer de Norvège en 1909. Et ce sont les facteurs savoyards qui vont être les premiers à les inaugurer après avoir reçu quelques cours. D'autres préféreront se servir de raquettes, et ce jusque dans les années 1980. Eh ben dis donc. On voit aussi des facteurs à dos d'âne. Et ça, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un chien ? Oui, alors ça c'est une voiture à chien. Une petite carriole où s'assoit le facteur et qui est tirée par 1 ou 2 chiens. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ces voitures étaient aussi utilisées par certains commerçants pour leur livraison. Mais bon, rassurez-vous, cette pratique disparaîtra en 1925 sous la pression des sociétés protectrices des animaux. Et les facteurs concernés monteront sur une bicyclette à la place. Ouf ! Très bien. Et là, elle me dit quelque chose, cette carte postale. Ah oui, je reconnais très bien. C'est le marais Audomarois. C'est-à-dire ? Le marais Oui, le marais de Saint-Omer, pardon. C'est là où travaillait mon grand-père, avec sa barque. Je crois qu'on appelait ça une bacauve. Oui, c'est ça, une bacauve. Enfin, vous me dites si je me trompe. Tout le monde avait la sienne, et on s'en servait pour transporter ses marchandises. Et même du bétail. C'était une grande barque à fond plat, dépourvue de gouvernail. Mon grand-père était devenu un expert en maniement de la perche et des rames. Eh bien, merci, vous m'apprenez quelque chose.
L'histoire de la Poste est tellement riche qu'elle touche tout le monde de près ou de loin. Et les visiteurs nous apportent souvent leurs expériences. On n'a jamais fini d'apprendre. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir d'y avoir contribué. En ce qui concerne les parcs, je me rappelle également avoir vu un reportage sur la Guyane, il me semble. Ah, la fameuse pirogue postale, en plein cœur de la forêt amazonienne. Elle remonte le fleuve Maroni, qui délimite la frontière avec le Suriname sur une trentaine de kilomètres. En métropole, les barques postales sont aussi traditionnellement utilisées dans le Marais Poitevin. Et on en a même vu à Paris, lors de la grande crue de la Seine, vous savez, en 1910. Oui. Alors là, si je ne me trompe, on est en train de basculer dans le moderne, hein ? Tous les véhicules modernes, en tout cas. Oui, là vous voyez les véhicules à essence qui vont commencer à prendre leur essor dans les années 1920, après la Grande Guerre et jusque dans les années 50. La motocyclette, L'automobile la fourgonnette. et maintenant les véhicules électriques, comme le quad à 4 roues. La Poste française dispose de la première flotte électrique au monde, avec 60 000 véhicules. Oh, mais écoutez, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. J'avais quand même une petite question à vous poser pour finir, si ça ne vous dérange pas bien entendu. Qu'en est-il des femmes dans tout ça, des factrices ? Ah, ça c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Alors, la Poste a été justement l'une des premières institutions à favoriser l'emploi des femmes. Et ce, dès le début des années 1800. En 1844, c'est plus de la moitié des bureaux de poste, sur les 2000 que compte la France, qui sont tenus par des femmes. Eh oui. Et leur place va encore s'accroître pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les hommes seront appelés sous les drapeaux. On estime que 10 000 postières seront recrutées dans toute la France. Et elles feront preuve de tant de courage que leur ministre de tutelle, Étienne Clémentel, dira qu'elles sont aussi aptes que les hommes à la plupart des travaux de la Poste. À la sortie du conflit, elles seront titularisées et suivies par de nombreuses générations. Si bien qu'aujourd'hui, écoutez bien, la Poste a atteint la parité complète avec 51% de collaboratrices. Mais c'est extraordinaire. Quelle modernité. Voici de bien belles paroles sur lesquelles nous quitter. Écoutez, bonne journée à vous et puis merci pour votre visite. Merci infiniment. Et très très bonne journée à vous. Au revoir.